Salut les Mars et salut les Smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, on est là, on se retrouve, on est bien, on est sur catch-up et on va parler de Monday Night Raw, on va parler du show rouge du lundi 15 février 2021, le 1447e Monday Night Raw du nom. Toujours à Saint-Pétersbourg, en Floride, USA, toujours dans le Thunderdome au Tropicana Field. Nous sommes dans un show un petit peu particulier puisque c'est tout simplement le Go Home Show qui va nous emmener vers l'Elimination Chamber et ça fait toujours plaisir. On espère un Go Home Show qui va nous hyper pour ce pay-per-view qui arrive très très vite dès ce week-end. Vous m'avez peut-être reconnu. Je suis votre dinosaure, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts. Et pour m'accompagner, pour décortiquer, pour encenser ou pour mettre en PLS ce show rouge du lundi, rien de tel que l'inamovible Papy. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien. Après avoir enchaîné le NXT Takeover Vengeance Day, on attaque par un Monday Night Raw. On commence la semaine en fanfare, quoi. Exactement, un Monday Night Raw de la crainte après toutes ces semaines de souffrance dans le show rouge. J'ai peur, hein. Je sais pas toi, mais moi j'ai flippé en allumant la télé. Ah, j'étais un peu inquiet, hein. Je t'avoue qu'on se lance le fameux générique, là, tu vois, quand tu te dis, bon, là, après les plusieurs lundis qu'on vient de passer, là, mais que va-t-il se passer? Mais c'est aussi ce qui nous tient d'ailleurs devant notre écran, donc du coup, voilà. On avait déjà pas mal de programmes annoncés, puisque vous avez vu, hein, à SmackDown, on fait un peu de la pub pour les matchs à venir. Donc on savait déjà qu'on allait avoir un gros match, quoi qu'il arrive, dans cette session, avec un gauntlet. On en reparlera un peu plus. Mais il s'est passé quand même beaucoup de choses, mine de rien, dans ce Monday Night Raw. Comme d'habitude, les 2h25 s'envoient, hein, quand même. Hein. Il faut se les fader, hein, les 2h25 de show. Mais on va voir, on verra ensemble d'ici la fin de cette review si ça valait le coup ou pas. En tout cas, restez avec nous. On est parti, mon papy. Et on va attaquer direct avec un Miss TV. Alors, évidemment, le gauntlet, l'histoire du gauntlet, je disais que ça avait été annoncé dans SmackDown, mais ils n'auront pas perdu de temps, puisque dès la fin, d'ailleurs, du fameux générique, direct, ils annonceront l'enjeu de ce gauntlet match, qui va être tout simplement l'assurance d'entrer en dernier lors du pay-per-view de dimanche. On retrouve le Miz sur le ring pour le Miz TV. Il est chaud, hein, il commence à nous faire savoir que voilà, il n'y a pas de John Morrison ce soir parce qu'il est en ce moment, il est en rendez-vous avec un gros producteur pour enregistrer une chanson anti-Bad Bunny. Certainement une bonne initiative de la part de John Morrison. Pour la petite info qu'on pourra rajouter à John Morrison, c'est que sachez que sa compagne, sa femme dans la vie, va le rejoindre à la WWE, puisque Taya Valkyrie a signé officiellement un contrat avec la WWE, et elle qui est une ancienne de la Lucha Underground, de Impact, et ben voilà, on va l'avoir débarqué. C'est ma foi un fort beau gabarit, mon papy, Taya Valkyrie. Alors je l'ai déjà vu juste en photo, mais je ne l'ai jamais vu catcher cette dame. Donc si, je crois que j'ai une fois en tag team Impact, mais bon, ça compte pas vraiment parce que Impact, tu regardes toujours avec les deux yeux fermés, donc c'est un peu compliqué, quoi. Mais ouais, non, mais effectivement, c'est bien que les couples se réunissent. C'est peut-être aussi un signe que John Morrison est là pour rester. On est pour la réunion de l'amour, c'est très bien. Allez, la famille Morrison, alors on va avoir deux power couples peut-être. On va avoir le Taya et Johnny. De l'autre côté, Miz et Maryse, ça peut être pas mal tout ça. Ouais, après, est-ce qu'elle va aller directement dans le main roster ou est-ce qu'elle va passer par la case NXT? Ah ça, par contre, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas été lire plus de trucs précis que ça, mais voilà, je sais juste qu'ils ont annoncé officiellement sur le Twitter la signature de Taya Valkyrie. Donc c'est parti, mon kiki, avec la Valkyrie. Est-ce qu'elle va changer de nom aussi? On verra bien. Voilà, tout ça, ça sera les surprises. Là, on va rester dans le présent, on va rester dans Monday Night Raw, on va continuer avec le Miz, qui est évidemment comme il est impliqué dans cette affaire d'Elimination Chamber, il va titiller le champion, le bel homme, à propos d'un peu tout ce qui arrive au bel homme, en l'occurrence ces mauvaises aventures, on va dire, avec le Sheamus qui le trahit. Il va faire venir, l'Écossais va être l'invité tout simplement du Miss TV.
qui va avoir beaucoup de mal à en placer une, hein, mon papy. Hein. Ça va être compliqué pour McIntyre de parler parce que le Miz va toquer, trash talker même quasiment, sans interruption. Au bout d'un moment, McIntyre va en avoir ras-le-bol, quoi. Il va lui dire bon, c'est bon, vas-y, tu la fermes, quoi. Et si tu m'interromps encore une fois, tu vas le regretter gravement. Le Miz, bien évidemment, il va à nouveau l'interrompre. Il va prendre un gros Glasgow Kiss dans sa face. Pendant que le Miz il est au sol, l'Écossais il va lui choper la mallette et il va l'envoyer valser dans les airs. Le champion il repart pas content pendant que le Miz reprend ses esprits. Mais il continue à tchatcher et on voit un Drew McIntyre, ça y est, qui est sous la pression là. L'Elimination Chamber, ça rigole pas. Il n'a pas un adversaire, il n'a pas deux adversaires, mais il en a bien 5. Donc ça chauffe. 5 adversaires avant d'attaquer WrestleMania, c'est toujours une belle montagne à gravir. Le Miz nous rappelle toujours quand même qu'il a la mallette du MITB, qu'il l'encaissera au bon moment et que contrairement à McIntyre, lui, il est maître de son avenir et il contrôle tellement son avenir que le Miz termine son Miz TV en nous annonçant le retrait de sa participation à l'Elimination Chamber. Une paille bombe du Mr. Miz à la fin du Miz TV, mon papy. Et oui, grosse surprise du Miz. Oui, gros turning point. Là, sur le coup, moi, je l'ai pas du tout vu venir, en fait. C'est le pétage de plomb complet du Miz qui est tellement furieux qu'il dit non, c'est comme ça, j'irai même pas dans ta chambre de merde. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une entrée en matière plutôt intense et qui plutôt, du coup, moi, je trouve, elle nous fout directement dans l'action parce que du coup, tu te dis, bah merde, alors, qu'est-ce qui va se passer là? On a un Gauntlet match, mais d'un coup, il n'y a plus de Miz. Là, t'es vraiment aux abois, j'ai envie de dire, et tu te demandes quelle va être la suite. Donc, c'est plutôt une entrée en matière dynamique et qui fait du bien, je trouve. Et on se doute que le Miz, de toute façon, il a un plan. Donc c'est bien, ça lance le show de manière cool, quoi. On se dit là, il va y avoir un fil rouge, il va se passer des trucs au fur et à mesure du show. Tu vois, ça c'est bien. Ça, pour moi, c'est une bonne manière d'ouvrir ce Monday Night Raw quand même, quoi. Et puis voilà, le bel homme schlingue le charisme, même sans parler, même en étant totalement submergé de paroles par le Miz. On sent que voilà, intérieurement ça boue, mais qu'il est en train de préparer la contre-attaque. Et quand il la lance, la contre-attaque, ça fait du mal, hein, ça fait du dégât, quoi. Et non, franchement, j'ai beaucoup aimé l'interaction entre les deux mecs dans cet opener. Yes, c'était bien, un bon démarrage d'Euro. Ah ouais, clairement, tout à fait d'accord avec ça. Du coup, derrière, on a du catch, parce qu'on a un match de tag team. On va avoir un match qui est un peu imbriqué, qui est même plus qu'imbriqué d'ailleurs, dans la rivalité pour le titre US, puisqu'on va avoir Riddle et les Lucha House Party, Grand Metalik et Lince Dorado, qui vont affronter le Hurt Business dans un match de tag team, un trios match, quoi, hein, qui va durer une dizaine de minutes, où on va avoir un petit peu toute la panoplie des luchadors, ajouté à Riddle qui est bien chaud face au Hurt Business depuis quand même pas mal de semaines maintenant. On pourra noter un événement dans ce match, c'est que MVP va se blesser assez sérieusement et va être mis d'ailleurs sur la liste des blessés quasiment tout de suite derrière le show. Apparemment, il aurait gros bobo au genou et là, ça risque d'être compliqué pour le retour dans le ring de MVP. Cela dit, on n'en avait pas vraiment besoin dans le ring. Oui, voilà, il ne manquera pas. Avant ça, il avait quand même trouvé le moyen de poser un elbow drop depuis les cordes à Riddle, quoi, et a tenté de tomber, mais ça n'avait pas marché parce que les luchadors in extremis vont venir casser le tombé. Alexander, pendant ce temps-là, il va en profiter pour choper Metalik, il va lui placer son lumbar check, un move que j'aime bien d'ailleurs. Et Dorado lui va coller un gros super kick. Donc là, grosse session entre tous. Benjamin va venir venger le coéquipier en collant une grosse big boot, mais il peut pas enchaîner. Il se prend un running knee de Riddle et bien sérieux, quoi. Il est bien KO. Du coup, pendant ce temps, c'est la folie. Dorado, il nous sort un dive à l'extérieur sur Alexander. Riddle, il remonte sur les cordes. Il place son footing bro sur MVP. Alors, MVP était déjà blessé apparemment à ce moment-là, d'après les reports, quoi. Et donc, floating bro sur le MVP. 1, 2, 3, victoire de Riddle et du Lucha House Party. Les Faces vont célébrer à la sortie du ring. Et qui va débarquer ? Tout simplement le Bobby Lashley qui vient attaquer les Luchadors et qui va, j'ai envie de dire presque traditionnellement dorénavant, porter son Hurtlock à Riddle. Riddle qui va, bien je pense, s'effondrer comme une merde, comme à chaque fois qu'il se prend un Hurtlock par Bobby Lashley. Tout ça nous emmène sur on est dans le go home et donc on aura la petite vignette avec le match annoncé pour le titre US puisque bien évidemment
vous le savez peut-être déjà, surtout si vous êtes sur Twitter et que vous avez vu qu'on a fait un petit sondage à ce propos, on en reparlera. On va avoir un triple threat, on va avoir une triple threat à Elimination Chamber entre Bobby Lashley, Keith Lee et Riddle. Alors, mon papy, est-ce qu'ils ont réussi à te hyper? Pas tellement en fait. Parce qu'en fait, tu vois, il manque quelqu'un là. T'as dit il y a Il un manque triple threat. ça, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. Et pour un build de pay-per-view, ne pas avoir un des participants, même pas je sais pas, même pas aux commentaires nulle part quoi. J'ai trouvé ça super chelou en fait. Le match en lui-même, bon, il est propre sans plus. Effectivement, MVP se blesse et ils insistent beaucoup aux commentaires dessus. Donc je pensais vraiment que c'est un work en fait. Là, tu m'apprends qu'il est vraiment blessé. Bon, ouais, voir Riddle se faire massacrer à la fin, c'est un truc régulier. Et puis, ouais, non, moi, je suis vraiment perplexe. Je comprends pas pourquoi Keith Lee n'était pas là. En fait, ça me met pas vraiment en joie qu'il soit absent comme ça. Ah, moi, j'ai eu la même réaction que toi. Hein. J'ai trouvé le tag team match était plutôt sympa et tout ça. C'était enlevé et tout. Il n'y avait pas de problème. Là, ça s'envoie bien entre des mecs qui commencent à bien se connaître. En plus, là, qui se sont affrontés à plusieurs reprises sous différentes configurations. Mais effectivement, l'absence de Keith Lee est quand même. Alors, il s'est passé plusieurs choses pour lui. Il a été cas contact Covid. Il s'est fiancé aussi dans l'intervalle. Voilà, il a peut-être eu quelques jours de congé. Je ne sais pas pourquoi il a été sorti de la rivalité de cette manière-là, sorti de l'écran. Et c'est vrai que ça manquait. C'est vrai qu'il y a un moment où au moins une interaction, au moins une apparition, quelque chose. Mais non, même pas quoi. Même pas un vidéo package dont ils sont tant friands. Et ça, c'était vraiment, vraiment surprenant. Donc écoute, à suivre. On peut pas dire qu'en tout cas ce tag team match aura apporté grand chose à la sauce qui cherche à nous monter quoi. Non, le boulot avait déjà été fait en fait par Lashley qui est tellement énorme que de toute façon quelque part n'importe quel match où il va être, tu te dis j'ai envie de le voir parce que j'ai envie de le voir massacrer son adversaire. Mais voilà, ouais, je pense que ça aurait été sympa. Alors peut-être que Keith Lee est pas en état, je sais pas, et que du coup il garde la possibilité de le sortir. Parce que tu vois, même s'il y avait eu des congés, ils auraient très bien pu enregistrer un segment micro, puis ou une vidéo carrément depuis ses congés en disant je suis en train de me requinquer, j'arrive, tout ça. Enfin, ils savent faire quoi, un petit encart de 30 secondes. Là, il y avait vraiment rien quoi, donc je sais pas, je suis perplexe. Alors écoute, son absence n'a pas forcément eu un impact complet, un désimpact, je dirais, complet sur ce que pense le peuple de catch-up du match qui va avoir lieu, parce que j'ai fait un petit sondage sur Twitter pour voir un peu, pour prendre la température. Et pour l'instant, tu vois, on donne Bobby Lashley vainqueur à 50%, et c'est Keith Lee en deuxième qui est à 33% et Riddle à 16%. Mmh. Ouais, en même temps, Riddle, il se fait massacrer toutes les semaines, donc après attention booking inversé, attention. Ah oui, un grand classique, un grand classique. On va retourner backstage vite fait, où on va retrouver le Miz qui va être avec Adam Pearce. Alors, moment important, mine de rien, puisque on vous l'a dit dès le début, on se lance dans un fil rouge là, avec le Miz, avec le détenteur de la mallette Money in the Bank, et il va retrouver Adam Pearce. Il lui dit tout simplement qu'il veut laisser sa place dans l'Elimination Chamber à John Morrison. Et là-dessus, Adam Pearce, il lui dit juste que ok, il va prendre en compte sa proposition, et ça s'arrête là. Et là, qu'est-ce que tu te dis, papy, à ce moment précis? Bah, je me dis donc, Adam Pearce, il accepte un peu trop facilement. John Morrison en plus. Pas un mec qui est pas champion du monde, merde. En tout cas, Ouais, pas former champion. c'est pour ouais, il est champion Lucha House Party. Non, excuse-moi, Lucha Underground. Pardon, lapsus. Et à part ça, pas grand-chose, hein. À part ça, Impact peut-être, Impact. Allez. à Impact, il a été champion à Impact. Voilà, donc champion Impact. Mais est-ce que ça compte dans une chambre? D'ailleurs, dans ce Go Home Show, on aura plusieurs champions, anciens champions du monde Impact présents. Allez, on reste plutôt en backstage où on va retrouver notre rappeur Bad Bunny, qui est donc devenu un habituel du lundi soir dorénavant, qui va croiser Mandy Rose en short, donc ça va lui faire plaisir. Il nous fait savoir qu'il sera il fait bien sa promo lui, hein, il nous fait savoir, il en profite pour faire savoir qu'il va être au Saturday Night Live. Et puis finalement, il y a son poteau du moment, Damian Priest, qui débarque, l'archer infâme qui débarque, qui est plutôt de toute façon dans une gimmick de face, hein, pour le coup. Là-dessus, il y a l'intervieweuse Sarah Schreiber qui débarque,
et qui demande voilà ce qu'ils ont fait depuis la semaine dernière. Priest, il explique que voilà, il a passé une semaine incroyable, il est avec une star planétaire, ils sont demandés de partout, ils répondent à des interviews de partout, c'est le méga buzz autour de eux deux. Là-dessus, on voit débarquer un ninja, en l'occurrence Akira Tozawa, qui est en train tout simplement de coller un tombé à R-Truth, notre champion inamovible, tel le papy du 24-7. Mais le japonais, il va commencer à reculer et sans se rendre compte, et il va se retrouver face à Bad Bunny et à Damian Priest. Il n'aura pas le temps de célébrer. Priest ne va pas lui coller un roll-up. Il va juste se contenter de le fracasser contre un flycase qui était juste à côté. Et puis il va dire tout simplement à Bad Bunny, bah vas-y, fais le tomber, même Pat Patterson l'a été, même Kelly, donc tu peux y aller, quoi. Et du coup, Bad Bunny, il s'empresse de couvrir Tozawa, 1, 2, 3, victoire de Bad Bunny est notre nouveau champion 24-7, mon papy. Mais oui, non, mais comme tu le dis, Pat Patterson, Kelly, Drew Gulak, ils ont tous été champions 24-7. Donc pourquoi pas Bad Bunny, il est au moins aussi fort que ces 3 dernières personnes. Qu'est-ce que ouais, bon, moi je suis un petit peu triste comme de voir que Damian Priest, après un début en fanfare, est déjà relégué au backstage et au 24-7. Vivement qu'il trouve un programme post Elimination Chamber, celui-là. Ah, ça, je suis bien d'accord avec toi. Bon, là, je crois qu'ils ont beaucoup besoin des followers de Bad Bunny. Que effectivement, ça fait un gros buzz aux États-Unis. C'est clairement un gros buzz, cette présence de ce jeune rappeur là. Donc oui, effectivement. Après, il a pas l'air méchant comme garçon. Il a l'air plutôt de s'impliquer dans son truc. Ah, en tout cas, il a l'air d'être passionné. Ça, par contre, on Voilà. peut pas lui enlever. Apparemment, il est là et parce que ça lui plaît d'être là. Il est pas là que pour les thunes, parce que je pense que de toute façon, il n'a pas besoin. Ouais. Il n'a pas besoin de cachetonner, lui, de toute manière. Il n'est pas dans cette situation-là. Donc je pense que du coup, ce jeune, il est plutôt content d'être là. On les a mis ensemble parce que Damian Priest, voilà, les portoricains, voilà, une portoricaine, comment dire ça, une filiation portoricaine. Voilà, mais moi je suis comme toi. J'aimerais voir Damian Priest dans un programme quand même beaucoup plus sérieux et le voir aller chauffer là du côté du titre US ou des choses comme ça. Là, ça me ferait bien plaisir, quoi. Et moi, j'ai même pensé un instant qui serait potentiellement dans la chambre d'élimination. Je t'y tiens. Vu que la place du Miz est disponible et que il a dit moyennement chaud pour Morrison, comment s'appelle, Adam Pearce, je me suis dit, tiens, ça serait bien, il fait un petit pample Morrison contre Damian Priest, ça aurait été sympa, tu sais, qu'ils gagnent leur place comme ça dans la chambre, comme ça. Ouais, pourquoi pas, ouais, ça aurait pu être carrément intéressant, effectivement, un match de qualif là qui aurait pu être lancé comme ça pouvait, mais bon, vu la configuration du Raw, il s'avérait que c'était pas l'option choisie. Voilà, le plan n'était pas là. D'ailleurs, on va rester en backstage puisqu'on va retrouver Adam Pearce qui est au téléphone et qui est rejoint par le New Day. Et là, Xavier Woods, il va se lancer dans toute une explication pour dire à Adam Pearce que voilà, le choix de John Morrison dans l'Elimination Chamber, c'est vraiment un très mauvais choix. Il milite pour que ce soit Kofi Kingston qui puisse prendre la place vacante en invoquant justement le fait que c'est un former champion. Là-dessus, le Miz va venir rejoindre un peu tout le monde, dit que non, ça y est, c'est trop tard. Pearce, il avait déjà validé. Voilà, Adam, il lui dit non, attends, moi j'ai pas encore validé, j'ai encore rien signé du tout, quoi. Et là, il nous souligne, voilà, oui, effectivement, le coéquipier du Miz, il a jamais été champion du monde. Le Miz, il va tenter une entourloupe, puisqu'il va lui dire ouais, mais il a quand même gagné le ECW, quoi. C'est pas rien. Ouais, c'est pas rien, ça aurait pu être valable. Mais ça suffit pas pour convaincre Adam Pearce, qui commence un peu à la voir mauvaise. Et du coup, il décide de booker un match. Merci Adam. Et donc, il nous annonce un Kingston versus The Miz pour ce soir. Qui gagne Kingston, il gagne sa qualif pour la chambre. Et si le Miz gagne, c'est Morrison qui ira à l'Elimination Chamber de dimanche. Là-dessus, Kingston, il est happy, il est content. Il nous annonce direct une Coffee Mania Part 2. Le Miz lui répond que les séquelles, il répond que les séquelles sont toujours nulles. Et le New Day est d'accord. Il lui rappelle que lui, il a joué dans le Marine 3, 4, 5 et 6. Quoi. Donc, sa chambre, ça trash talk gentiment. Mais là, ça y est, mon papy, on a une grosse information avec ce booking en plein direct. Oui, et puis moi, je m'étais fait cette réflexion-là de dire la semaine dernière, comme ils sont pas chiés, ils ont foutu 5 anciens champions du monde, mais Kofi Kingston, il oublie totalement. Et puis je pense qu'il précise aussi, je crois que c'est à ce moment-là que Woods le précise,
précise en disant ouais, et non seulement c'est un ancien champion du monde, mais en plus il est champion du monde depuis plus récemment que certains autres champions du monde, quoi. Tu vois, le Miz, son titre, il date de 2010-2011, quoi. Il y a eu un seul titre et il est vachement plus vieux que celui de Kofi. Donc finalement, effectivement, il était plus peut-être crédible, plus Legit. legit, voilà, je trouve plus le terme, merci, que le Miz, l'ami Kofi. Donc ouais, je m'étais posé la question la semaine dernière et puis bah là, je suis content qu'il, sincèrement, alors, oui, à un moment, je m'étais dit peut-être Damian Priest ou ces trucs-là, mais après, quand Kofi est apparu, je me suis dit, ah ouais, ça serait, ça pour le coup, là, l'histoire, j'achète, là, c'est logique. Et puis, bah, du coup, on a un nouveau match de qualif et puis bah, ça redonne un fil rouge toujours plus épais pour Zoro. La même chose, j'ai trouvé ça complètement cohérent et j'ai trouvé que le Miz joue super bien le coup en plus dans cette affaire. Et en plus, moi j'avais de l'incertitude quant au vainqueur du match. Donc du coup, je trouve en tout cas, ils ont parfaitement réussi leur opération auprès de moi. Parce que voilà, c'était pas un match, tu dis ça va être Kofi, c'est sûr, ou ça va être le Miz, c'est sûr. Ah non, là pour moi, là il y avait une réelle incertitude. Et du coup, c'était bien sympa, quoi. Donc ça nous promettait un Miz Kingston qui allait être de fort bonne facture, je l'espérais à ce moment-là. Mais on va y venir un peu plus tard parce que auparavant, on va repasser par le ring pour avoir un match de la division féminine qui va voir s'affronter les anciennes championnes par équipe et la toujours championne individuelle d'Euro, Asuka, accompagnée bien sûr de Charlotte Flair, qui vont affronter Lacey Evans et Peyton Royce. Alors écoutez, les amis, pas de catch-up, on va parler franchement, hein, on va se parler les yeux dans les yeux. C'était pas le match du siècle, mais l'histoire racontée, vous allez en juger sur pièce. Parce que pendant ce match, il va se passer un petit événement, c'est-à-dire que Peyton Royce va faire l'intégralité des 6 minutes de match que ça va durer, cette affaire. Bravo Et Peyton. à aucun moment, bravo Peyton, parce que mine de rien, elle affronte Charlotte et Asuka, et on aura l'occasion d'en reparler, mais Peyton, elle n'a pas été dégueulasse dans ce match. Et c'est elle qui va faire l'intégralité du combat face aux deux anciennes championnes. Donc ça va être chaud pour elle, quoi, parce que Charlotte va l'envoyer sur la table des commentateurs, entre autres. Elle va la renvoyer après sur le ring. L'Australienne, elle va tenter de faire un tag à Evans, mais ça va pas marcher. Peyton, là, elle est bien abîmée, quoi, parce qu'elle s'est fait un peu tabasser par les deux nanas, quoi. Et Evans, elle fait mine de taguer, et puis finalement, elle tague pas. Elle dit à Charlotte de reculer, et puis c'est elle qui finalement se dirige vers la rampe et demande un micro. Charlotte, elle est prête à aller la chercher, quoi, mais Evans, elle lui dit de pas le faire parce qu'elle est enceinte. Là-dessus, j'ai oublié de préciser que le septuagénaire Ric Flair est bien évidemment présent dans les locaux, Oui. en train de faire des compléments pour sa retraite. Voilà, hein, c'est terrible le travail des anciens, hein, le travail au noir comme ça des anciens, hein, pour payer les traites de fin de mois avec les toutes petites retraites qu'on touche. Hein, c'est un scandale, ça. Et donc Ric Flair, il se met à célébrer la nouvelle, alors que Charlotte a l'air, comment dirais-je, atterrée, Désabusé. désabusée, affligée par la scène qui est en train de se dérouler. Alors évidemment, moi je coupe court à toute histoire parce que j'ai vu, je vois une news avec marqué, le titre c'était Charlotte Flair, Lacey Evans, Lacey Evans enceinte de Ric Flair. Alors à aucun moment, vous pouvez aller regarder des images en version originale. À aucun moment, Lacey Evans dit cela. Voilà, elle dit juste je suis enceinte et il semblerait que c'est la vérité et que apparemment ça a été un truc appris là tout récemment et que apparemment ce n'est pas du kayfabe, elle serait véritablement enceinte et que c'est pour ça qu'elle a été retirée du programme. Alors moi je vous ne le cache pas, j'espère que je vais pouvoir souffler un grand ouf de soulagement parce que peut-être qu'avec un peu de chance on va plus avoir Ric Flair à l'écran pendant quelques semaines tout du moins et ça serait déjà ça gagné. Voilà mon papy, j'en ai fini avec ce match et ce segment. Qu'as-tu pensé de cette chose? Ah oui, cette chose, c'est bien ce qu'il faut expliquer. C'est décrire bien ce qui s'est passé plutôt. Ouais, donc Peyton Royce, c'est plutôt intéressant dans le ring. Alors moi, j'ai toujours eu pas un faible, mais un intérêt pour le catch de Peyton Royce parce que je trouve que bah, elle a toujours eu des moves plutôt sympas, un finisher notamment qui est assez spectaculaire. On en parle souvent des finishers qui sont pas toujours très top. Celui-ci, pour le coup, est vraiment sympa.
et puis elle sait catcher en fait. Si tu la mets avec je me souviens notamment, je crois qu'elle avait catché contre Asuka à l'époque d'NXT, à l'époque où il y avait Nikki Cross, tout ça, là, de mémoire, ils se faisaient des matchs à 4, qui étaient très sympas en fait à suivre. Et donc je suis content qu'elle ait pu s'exprimer là pendant 6 minutes. Effectivement, elle a pris cher parce que forcément elle pouvait pas taguer. Et puis histoire avec Lacey Evans. Alors moi sur le coup, je sais pas si c'était encore une fois un work, si c'était un vrai truc parce que alors tu dis qu'elle, elle dit pas qu'elle est enceinte de Ric Flair. Par contre, lui était à côté à train de danser en disant ah je vais être papa, je vais être papa. Bon, Il disait je vais être papa, t'es sûr ça? il Moi j'ai semble pas ou j'ai entendu. rêvé. Alors, en même temps, comme Bah, il baragouine, j'ai peut-être pas mais tout. ouais, parce que moi Et, j'ai pas entendu ça, je l'ai pas entendu dire et ça vous, quoi. Donc là-dessus je suis assez alors, alors fact-checking un peu fact-checker, j'ai de peut-être catch-up, hein. de, Dites-nous hein, là du coup il y a hésitation, nos sonotons n'étaient peut-être pas bien branchés de la même manière voilà. mais moi je suis pas je l'ai pas senti comme ça quoi. J'ai senti juste que Ric Flair, il faisait de la célébration à la Ric Flair quoi et que voilà, c'était totalement ridicule et que vraiment ça passe plus. Et dans le regard de Charlotte, il y a autre chose que la storyline, tu vois quoi. Il y a des fois je sens un dépit profond chez Charlotte. Ah bah après, je sais pas si c'est un débit profond parce que moi, du coup, on en parle la semaine dernière. Je énormément que Asuka perde son titre parce qu'on en parle, hein, mais Asuka elle sert vraiment toujours à rien. Là, enfin voilà, elle était dans le match, c'est la championne. On a fait le résumé et elle a rien pour elle en fait. Elle n'est pas du tout mise en valeur, Asuka. Et a priori, ils vont annoncer, je sais pas si c'est plus tard ou sur les réseaux sociaux, qu'elle va avoir un adversaire mystère au pay-per-view. Ok, bon Ouais, bah. ouais, il y aurait un match mystère. Ouais. Alors peut-être qu'on en saura plus à SmackDown de ça, mais on verra bien quoi. Mais donc voilà, mais Asuka, elle est vraiment, je comprends pas. Et moi, j'avais peur qu'elle serve vraiment juste à donner à la ceinture à Lacey Evans pour après une rivalité contre Charlotte. Si elle est vraiment enceinte, je continue à trouver ça, enfin pas bizarre, mais bon, c'est vraiment mal tombé pour le coup. Hein. Il va falloir changer tous les plans et je sais pas, est-ce qu'ils vont du coup rattraper Asuka pour Mania? J'espère pour elle, mais j'aimerais bien vraiment je sais pas, qu'ils lui donnent 5 minutes pour montrer que c'est une championne. Là, elle est vraiment faire valoir. Ouais, bon, disons que bon, le segment Ric Flair, Lacey Evans, Charlotte et tout ça, moi je suis tellement, de toute manière, totalement effondré devant ça depuis plusieurs semaines que je m'accroche à l'espoir que cette affaire va s'arrêter là. Je te rejoins sur ton analyse par rapport à Asuka, parce que moi qui en suis un de ses premiers supporters, ça me déçoit profondément de l'avoir me vivoté finalement, alors que c'est la championne en titre qu'elle déboîte tout le monde et elle n'a pas de challengeuse crédible et il n'y a pas de rivalité en cours pour elle en individuel et ça c'est bien triste. Mais par contre je tiens à saluer le boulot de Peyton Royce. Voilà, il y a eu 6 minutes de match, ça n'a pas été non plus super long, mais elle était en handicap match pour le coup. Et franchement, elle leur a tenu la dragée haute aux deux championnes, aux deux gros palmarès qu'elle avait en face d'elle là. Et j'ai trouvé qu'elle était vraiment pas dégueu. Et si c'est une Peyton Royce qui continue comme ça, dans ce mood-là, entre les cordes, bah, je prends. Ouais, franchement, alors ça vient de nulle part. Hein. Je sais pas comment ça pourrait arriver. Mais si tu avais un triple frite entre Asuka, Charlotte et Peyton Royce, moi je dis ça peut être très sympa entre les cordes. Ouais, je valide et j'adhère. Allez. On reste, enfin non, on retourne en backstage où là on va avoir un moment magnifique, un moment splendide, un moment de bonheur Le intégral rêve. pour votre tonton Chris. Charlie Caruso est en interview, interviewé par Sheamus. Non, pardon, elle interview Sheamus. Euh, et évidemment, elle va lui demander l'importance que pourrait avoir la victoire de ce soir s'il gagnait dans ce Gauntlet match. Lui, il dit qu'il va devoir affronter toutes les statistiques, mais surtout que depuis 2 semaines, Drew McIntyre, il avait accepté son challenge en 1 contre 1. Donc voilà, le match, depuis, il a été transformé, c'est passé en match à 6. Alors bon, il n'a pas le choix, mais il va remporter le match ce dimanche. Alors je tiens à poser une réclamation auprès des cadreurs de la WWE. Il faut arrêter de faire des gros plans sur les catcheurs quand il y a une interview avec Charlie Caruso. Laissez-nous un plan large, nom d'un chien, quoi. C'est pas possible, ça. Ah non, hashtag push Charlie, quoi. Papy, Sheamus, ça te parle? Oui, bah c'est. Bon, alors là, franchement, enfin, ça me parle. Je sais pas ce que je peux rajouter de plus, hein, parce que il est pas non plus, c'est pas non plus l'interview du siècle. Non. Effectivement,
pour rebondir sur Charlie, malheureusement, j'ai l'impression que depuis la fin de ses amourettes avec Garza, elle est redevenue entre guillemets intervieweuse classique, alors qu'effectivement, je trouve qu'elle a quand même un certain ton intéressant quand quand l'interview, tu vois, elle est assez, enfin, mine de rien, elle sait mener l'interview et je trouve dommage qu'il la remette pas un petit peu provocatrice comme elle faisait à une époque. C'est comme un peu fait la petite Kelly Braxton qui s'est repris un peu ce credo-là chez SmackDown. Bah, j'aime bien moi quand une interview, c'est pas juste une potiche qui est là pour faire joli et qui t'entend pose entre guillemets des vraies questions quoi. Quoi, ce que effectivement fait Kayla à SmackDown, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu Oui. dommage qu'elle a. Mais comme elle a quand même pas mal de jobs, parce que c'est elle qui anime, entre autres, la majeure partie des pré-shows des pay-per-view. Voilà, donc elle est quand même impliquée, mais c'est vrai que, ouais, bah, de toute façon, les annonceurs, depuis pas mal d'années dorénavant, sont plus trop impliqués dans les storylines, quoi. Avant, c'était un truc hyper traditionnel et tout ça. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu ils passent les plats, quoi, hein, tu vois. Et ça a pas mal changé aussi, ça, ce rôle de commentateur, d'annonceur et d'intervieweur dans les shows de la WWE. Allez, cette fois, on repart pour du lourd. On va avoir un match entre deux anciens champions du monde, rien que ça, deux Grand Slam champions, hein, si je ne m'abuse. Donc, quand même, l'affiche est belle, le line-up tient la route. On a Kofi Kingston qui va affronter le Miz dans un match qui va durer 14 minutes 10 exactement. Où le Miz va être, malgré son attitude de top heel tel qu'il est, va quand même, moi, m'a largement surpris. Va même faire 2-3 moves que je ne me rappelais pas l'avoir vu, en tout cas depuis très très longtemps. Vraiment, le Miz m'a énormément surpris dans ce match, quoi. Le Kingston va quand même réussir à placer ses signature moves, dont entre autres son boom drop, où il va vouloir enchaîner avec un Trouble in Paradise. Le Miz va se sortir du truc et va placer un roll-up, une bonne ruse pour sortir d'un Trouble in Paradise. Là-dessus, Kingston va coller un SOS un peu foiré, avec un peu un earfall un petit peu bizarre. C'était pas terrible. Là-dessus, derrière, reprise des opérations, ça va aller beaucoup mieux. Ils vont rentrer dans leur routine. Là-dessus, notre membre du New Day va placer un crossbody. Le Miz va à nouveau tenter le coup du roll-up. Ça aura été son truc il l'aura fait, je crois, 3 fois en tout pendant les 14 minutes, à tenter le truc sur une figure aérienne. Et ce qui est tout ça, pour le coup, voilà un truc qui est malin. Le mec est emporté par son élan. Hop, je tente un petit roll-up dans la foulée. Moi, je trouve que techniquement, c'est nickel, quoi. Du coup, le Miz, il va au bout d'un moment réussir à choper le momentum, va placer Kofi dans un figure four. Après moult souffrance, il va réussir à casser la prise en atteignant les cordes. Le Miz va vouloir tenter le Skull Crushing Finale. Et là, et ben voilà l'affaire. Qui c'est qui va être contré en roll-up? C'est le Miz. Et Kingston va le contrer en roll-up. Compte de 2. Kingston va se relever, va placer son Trouble in Paradise, qui quand même reste bien létal. 1, 2, 3. Victoire de Kofi. Kofi rejoint l'Elimination Chamber de Monday Night Raw dimanche soir, mon papy. Ouais, c'est reparti pour Kofi Mania. Alors, j'étais pas certain que Kofi allait gagner, mais je sentais qu'ils allaient jouer sur la corde de Kofi Mania. Donc, j'avais deux théories. Je me disais soit Kofi gagne, parce que pour rejoindre les Elimination Chamber, soit Retribution apparaît, parce que mine de rien, Kofi Mania, ça démarre avec Kofi qui récupère la place d'Ali. Et Ali, ça fait des semaines qu'il est en feu avec Kofi. Donc, je me suis dit, là, pour le coup, si on veut de la cohérence, c'est le moment pour qu'ils apparaissent. Donc, ils sont pas apparus, forcément. Quand tu veux de la cohérence, tu demandes pas Retribution. Peut-être qu'il le garde pour le pay-per-view, j'en sais rien, ou peut-être qu'il garde pour le main event, pour le gauntlet, on verra bien. Mais non, j'étais un petit peu surpris, un petit peu. J'aurais trouvé ça sympa, le clin d'œil. Sinon, le match en lui-même, il a été effectivement, c'était comme un match de pay-per-view pour le Miz, hein, du coup, vu qu'il a abandonné sa place dans le pay-per-view, il a donné sa performance là ce soir. J'ai trouvé néanmoins, enfin je sais pas toi, moi j'avais un argument en me disant, putain ces gars-là, ça doit faire comme 10-15 ans maintenant qu'ils se battent l'un contre l'autre. Je c'est vu et revu quoi. Tu vois, c'est un peu comme un Sid Norton. Au bout d'un moment, j'ai moins j'ai moins la passion qu'avant, on va dire. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, en fait, c'est que justement, vraiment en termes in-ring, c'est que dans le moveset, le Miz, qui est vraiment un heel par excellence, se soit pas amusé, par exemple, à piquer des prises
tu vois, à Kofi pendant le match. Ça aurait pu donner un élément supplémentaire, tu vois, un peu de sel supplémentaire dans le match. Je trouvais que c'était dommage que justement ils n'utilisaient pas assez la connaissance qu'ils avaient l'un de l'autre. Et pour le coup, tu vois, Il est trop classique. ouais, c'était peut-être un match trop classique. Et alors, par contre, pour le coup, ton affaire de Retribution, mais pas une seule seconde, j'ai pensé à Retribution Ah pendant ouais, tout le match, effectivement. Moi, franchement, je les ai oubliés. Hein. Pour moi, c'est des low carders. Donc, si tu veux, ils font à peine partie des storylines. Et les storylines dans lesquelles ils sont impliqués sont de toute façon des storylines de low card. Et je t'avoue que du coup, là, on était dans un match Grand Slam Champion. Et pas une seule seconde, ils m'ont traversé l'esprit, quoi. C'était vraiment le truc. Ouais, Retribution. Écoute, je pense que de toute façon, ils sont dans les limbes. Ah, mais c'est fort, quoi. C'est-à-dire que pendant des semaines, il te parle de Pendant des Kofi, mois. tu verras, je vais me venger, tu m'as piqué ma place l'an dernier. Kofi Kingston a une possibilité de redémarrer la même chose que l'an dernier, et puis là, ils n'interviennent pas. Bon, voilà, je ne cherche plus à comprendre. Alors, dans la catégorie on cherche plus à comprendre, on a eu un petit segment backstage où on va revoir, enfin d'abord on va avoir une petite vidéo où on va nous recoller l'affaire du My Hall de Nia Jax. Tu vois, on espérait à SmackDown, en reviewant SmackDown, papy, que ça allait être vite enterré. Ça n'a pas été le cas. Et derrière, il y aura une interview express de Lana et Naomi qui ne feront que des blagues sur le Hall de Nia Jax. Voilà. Un commentaire particulier? Non, mais effectivement, je ne sais quoi dire de plus, quoi. Voilà, tu vois, j'ai même pas la ils ont tellement utilisé de blagues, dans leur truc que du coup, j'arrive même pas à en sortir une moi-même. J'arrive même pas à sortir de mon trou, moi, je suis enterré complet. T'as même pas une vanne. Ah là Même là pas là une, là j'ai plus rien. là. Ouais, pour vous dire à quel point ça nous inspire, cet angle de la WWE. Allez, on reste en coulisses, hein, les coulisses, hein, c'est Monday Night Raw, hein, donc vous êtes habitués dans les reviews, on parle beaucoup des coulisses. Et là, ce coup-ci, on a la Vipère, on a Randy Orton qui est backstage, qui nous explique qu'il a un business inachevé. Ce soir, il va remporter le Gauntlet pour être sûr de rentrer le dernier. Il est prêt à faire tout ce qu'il doit faire. De toute manière, il est dans son personnage vraiment totalement habituel. Pour lui, remporter le match de ce soir, c'est quelque chose d'impossible pour une superstar qui n'est pas appelée Orton. Voilà, en toute humilité. Il nous rappelle ce qu'il a fait au Find, que s'il a besoin de quelque chose, il est même prêt à cramer un mec. Alors s'il veut autre chose, maintenant là, il veut le titre, il veut faire le main event de WrestleMania. Il ne sera pas sur le ring avec 5 adversaires, mais avec 5 victimes. Et les victimes qui sont victimes des 3 lettres les plus dangereuses de l'histoire du business, RKO. Et au moment où il va dire le O, on va retrouver l'ambiance sonore du Find et d'Alexa Bliss. On va retrouver Alexa Bliss qui a les yeux fermés. On revoit Bray Wyatt qui est en train de s'enflammer. Bliss, elle rouvre les yeux, elle a les yeux, comment dire, démoniaques. Et nous souffle de la poussière un peu partout à la gueule. Elle nous dit ensuite que ce qui a été détruit par le feu finira par renaître. La caméra va dézoomer. Et là, on voit que Bliss, elle est assise au milieu d'un espèce de pentacle, je ne sais pas comment appeler ça. Et c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Il me semble, Et ouais. voilà, et elle part dans un rire démoniaque. Let me in. Donc Alexa Bliss est de retour, papy. Et ça, Ouais, et moi, on irait pour Orton. oui, je vois, de toute façon, Orton, son sort est réglé pour moi. Il a un destin avec Wyatt pour WrestleMania. De toute façon, je vois pas comment il peut y échapper. Et en fait, moi, au-delà de Alexa Bliss qui revient, je me demande aussi si c'est pas Wyatt qui est sur le point de revenir là. Quand je vois cette promo en disant voilà, il va renaître, il va renaître, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas parlé de lui de manière aussi précise, on va dire. Donc Je suis d'accord. je pense que s'il revient pas dans la chambre, ça sera le lendemain. Mais je pense que ça sera dès la chambre. Ouais. Ah, toi, tu tables carrément sur un retour du film dans la chambre? Je pense, ouais. Je pense parce que c'est typiquement le genre de truc où tu peux éteindre les lumières, il apparaît dans la chambre alors que la chambre est fermée. Enfin, c'est tellement classique la chambre fermée où tu as quelqu'un qui apparaît dedans que pour un mec qui a disparu, pour un mec qui a des pouvoirs, c'est quand même un enfin moi, en tout cas, je le vois comme ça. Ouais, il va se passer un truc en tout cas. Ok, ceci était un spoiler de papy. Désolé les gars, hein. Allez, on retourne dans le ring cette fois. Alors, on a un match dans la division féminine. Shayna Baszler, qui est accompagnée de Nia Jax, va affronter Lana, qui est accompagnée
de Naomi. Alors, que vous dire de ce match? Ce match a duré 4 minutes 20. Ça m'a semblé très, 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 très long. Heu Domination quasi absolue de Baszler malgré quelques pseudo coups de poing et quelques exercices de souplesse de la part de Lana. Baszler, elle va, réussir à porter une gut wrench quand même à Lana quand même, même si celle-ci va réussir quand même à casser la prise et va mettre une espèce de droite, on va dire ça comme ça. Elle va monter sur un poteau, Lana, et elle va réussir un crossbody. Je pense que ça a pu en surprendre plus d'un. Pour un compte de 2, hein. Baszler va renverser la tendance finalement assez vite. Pendant ce temps-là, Jax va décider d'aller s'en prendre à la copine de service, en l'occurrence Naomi. Bon, ça va commencer à se tabasser ringside. Mais Naomi va quand même réussir à se venger en lui portant un dropkick qui va l'envoyer sur le poteau. Baszler va vouloir s'en prendre à Naomi depuis le ring, mais Lana, comme elle est pas loin, elle va tenter de choper dans un roll-up, hein, bien sûr. Mais ça va pas du tout plaire à Shayna. Elle va se retourner, elle va répondre avec un gros coup de genou dans sa face, au visage, et ensuite elle va enchaîner avec une Kirifuda clutch qui va contraindre bien évidemment Lana à l'abandon. Victoire de Shayna Baszler, sans surprise aucune. Papy? Non, sans s'en prendre aucune. J'ai trouvé qu'ils avaient essayé de faire un petit travail sur Lana en disant que, bah voilà, une petite histoire rapido de dire elle a pas confiance et puis petit à petit elle prend confiance en ses capacités, puis peut-être qu'elle va, puis finalement elle perd. Je j'ai pas trouvé ça si dramatique que ça. L'histoire était gentillette, puis en plus bah, le fait que Nia Jax se fasse éliminer de l'équation sans tomber sur son gros cul, ça m'a un peu changé les idées. Donc ouais, je n'ai absolument aucun espoir sur une victoire de Naomi Lana. Alors je vais peut-être me tromper, mais je trouve tellement que Shayna et Nia Jax sont des championnes qui valent le coup que bon voilà, c'est gentillet, ça ne me dérange pas. Ouais, moi je t'avoue que pour moi ça aurait dû être encore plus expéditif que ça, parce que moi ouais, ça m'ennuie, Shayna Baszler, qui dézingue, Lana en 4 minutes. 4 minutes, bordel, c'était long, c'était long. Enfin voilà, Shayna Baszler pour moi elle a perdu, mais toute hype, tout son Ah oui, statut il existe plus en solo, hein. de destructrice en solo est complètement éteint. Elle a perdu tout momentum. Pour moi, Shayna Baszler, c'est vraiment terrible. Voilà. Alors effectivement, on va me dire: «Ah oui, mais elle alors, elle est championne par équipe, que demande le tonton Chris?» Eh ben écoutez, je demande autre chose pour, Shayna Baszler, qui m'apparaissait quand même une menace très sérieuse. En étant à Raw en plus, elle aurait pu être une challengeuse bien crédible à Asuka, mais de la manière dont elle nous est vendue et le booking qui nous est proposé, bah, ça fait vraiment pas rêver. Lana, j'ai rien contre Lana. Lana, de toute façon, voilà. Moi, j'aurais préféré qu'elle se fasse déboîter en 30 secondes, je vous avoue. Mais voilà. Mais au final, c'était digeste, c'était court. Mais ça passe. On est en train peut-être de nous créer une nouvelle équipe de toute façon avec Lana et Naomi. Là, j'ai l'impression que c'est bien parti Ah oui, pour. oui. Donc ça Bah, fera de toute façon, toujours un. elles sont challengeuses numéro 1 de mémoire, Ouais, au ouais. titre de Ah non, là actuellement les challengers numéro 1 c'est Raquel et Dakota. bah, il me semble que les 2 ont un title shot parce que de mémoire, je me trompe peut-être, mais elles ont gagné un triple threat la semaine dernière, heu, Lana et Naomi Naomi, et oui. Lana. Ouais, Il me semble que c'était pour être, challengeuse numéro 1 moi. d'accord. Bon écoute, bah, dans tous les cas de figure, de toute manière, elles sont pas loin d'un title shot, vu, le peu d'équipes qu'il y a à opposer à Baszler et Jax, quoi. Donc bon. On retourne en coulisses. Après ça, on va retrouver un Braun Strowman pas content du tout, qui est avec Adam Pearce et qui demande au general manager, j'ai envie de l'appeler comme ça, pourquoi il n'est pas dans l'Elimination Chamber match. C'est vrai. Et voilà, et cet homme a raison, parce qu'il lui demande de se souvenir ce qui s'est passé la dernière fois que Adam Pearce avait osé l'énerver. Pearce, il lui explique que bah, Strowman, c'est pas un ancien World Champion. Bah, là, Strowman, alors là, ça le met encore plus vénère, quoi. Universal Champion, World Champion, et donc il prévient quand même Adam Pearce qu'il va falloir qu'il parle à Shane McMahon et pour l'inclure dans le match, parce que sinon ça va pas être beau à voir pour lui. Donc là, grosse menace à nouveau de la part de Braun Strowman envers l'autorité. Braun Strowman, un rebelle, mon papy? Ouais, ou alors simplement être en train de faire son booking, futur contre Shane McMahon. Parce que c'est bizarre que Shane McMahon il apparaisse là alors qu'il a juste fait 10 secondes la semaine dernière quoi, donc étonnant.
Ouais, c'est surprenant, là, Shane McMahon, effectivement, on reparle de lui, là, en l'espace de 2 semaines, là, il refait une apparition. Bon, on va voir. Cela dit, moi, je trouve qu'il est legit, le Braun Strowman, quand même, quoi, d'avoir été complètement écarté du truc. Ouais, après, sincèrement, tu vois, autant Kofi, je m'étais dit, la réflexion de dire, ah tiens, il manque un peu de ces trucs-là, autant Braun Strowman, j'ai tellement l'habitude qu'il soit Pollock, je m'étais même pas fait la réflexion qu'il était ancien champion universel et qu'il aurait pu y être aussi. En tout cas, moi, je suis pas sûr de vouloir le voir dans la chambre, en fait, Braun Strowman. Parce que j'ai toujours cette impression qu'ils savent pas le gérer et que, bah, de toute façon, s'ils le mettent dedans, ils sauront pas quoi en foutre. Donc, je préfère encore qu'ils soient en mode un peu à l'écart, un peu genre. J'ai l'impression qu'il va pas faire partie du match, mais qu'il va faire partie de l'overbooking du match. Ah, ce serait marrant, ça. Et, Tu veux qui entrerait, qui serait le bordel? ouais. Moi, je vois bien un truc un peu comme Kane en 2014, où voilà, un rôle comme ça d'un mec qui intervient tout d'un coup là et qui vient foutre le dawa. Ça peut être, c'est en plus dans les cordes et dans le personnage de Braun Strowman. Tu le vois pas intervenir, genre, je sais pas moi, avant la chambre avec, je sais pas, Ah, imagine Shane aussi, McMahon qui ouais. serait là et tabasser, Ouais, et dire, vous voulez pas mettre dedans? Bah, dans ce cas, je casse tout, puis il tabasse tout l'autorité, quoi. ouais, il peut y avoir cette option-là, effectivement, quoi. Et après, on lui dit, tu es banni du building. Voilà, allez hop. En tout cas, il est de retour dans la course et c'est à noter. Voilà, il semble complètement rétabli. Il avait eu des gros problèmes au genou et tout ça, et là, apparemment, il a l'air Un d'être virus rétabli. aussi, je crois. Et il me Et semble que j'avais puis, lu ouais, ça. une histoire de virus aussi. Enfin bon, bref, il a eu un peu la totale ces derniers temps. Donc, on lui souhaite que de la santé, hein, à ce grand homme, et, et qu'il arrivera à ses fins. Allez, mon papy, là, on est arrivé. Alors, ça peut vous paraître étonnant, mais nous sommes au main event de ce Monday Night Raw. Et Et ce oui. main event, il est quand même bien particulier, puisque donc nous sommes arrivés à ce fameux Gauntlet match qui va donc déterminer qui sera le dernier entrant dans la chambre d'élimination de dimanche. On a un line-up quand même assez fantastique, puisqu'on a Sheamus, AJ Styles, Drew McIntyre, Jeff Hardy et Kofi Kingston et Randy Orton. En rajouter à ça que AJ Styles est accompagné de Homos, que Kofi Kingston va avoir aussi Xavier Woods qui sera dans les environs. Et là, on va avoir un main event. Tenez-vous bien, accrochez vos ceintures, éteignez vos clopes, parce que le main event de Monday Night Raw va durer 55 minutes et 45 secondes. Ouais, j'allais dire toute la dernière heure, c'est ça. Toute la dernière heure est consacrée au Gauntlet match. C'est donc AJ Styles qui va rentrer le premier, qui va attaquer par une promo, tout ce qu'il y a de plus classique du heel qui arrive en premier sur le ring, qui explique que ça va être un bon entraînement ce soir pour le pay-per-view, qui va passer sur le corps de tout le monde et qui va venir prendre le titre tout simplement très bientôt. Statistiquement, il peut pas perdre. Et bam, bim, bam, boum, à peine il a terminé son laïus qu'il y a Kofi Kingston. Kofi Kingston qui a donc déjà eu droit à un match de 14 minutes face aux Miz précédemment et qui arrive sur le ring pour affronter le AJ Styles. Alors, entre les deux, ça va durer 11 minutes. Hein. Donc, le Kofi Kingston, il aura catché 25 minutes pendant ce Monday Night Raw. Quoi. Donc, c'était pas pour déconner, quoi. Alors, évidemment, Kingston, il va vendre une blessure à la jambe pendant quasiment toute la durée de ce match. Il va réussir à placer quand même un SOS et un diving splash sur le Styles pour le compte de 2. Mais le AJ, il est quand même beaucoup trop frais, beaucoup trop fort. Il va porter un DDT et ensuite son Phenomenal Forearm pour en finir. Première élimination. Kofi Kingston s'en va et qui arrive? Le psychopathe écossais, le bel homme, le champion du monde. Il débarque et se retrouve face à un AJ Styles. Alors là, on va avoir un truc de fou parce que là, j'ai un match à lui tout seul, puisque c'est un match qui va durer 20 minutes quasiment entre les deux. Là, pour moi, on était dans un niveau pay-per-view. Voilà, je le dis, voilà, je lâche le mot. On était dans un niveau pay-per-view, 20 minutes de fou entre Styles et Drew McIntyre. Un Drew McIntyre qui va être poussé dans ses retranchements, hein, parce que Styles, il a même voulu porter son Styles Clash sur le champion. Il va être contré par un gros back body drop qui Drew McIntyre, mais à chaque fois que je le vois catcher, je lui découvre des trucs à ce gars-là. Et puis avec le gabarit qu'il a, ce mec, il te fait des sauts carpés comme qui rigole. Il est capable, il balance de la superplex, il balance de tout, quoi. Il a un moveset, mais ça sera dur dans l'histoire quand même de se rappeler d'un heavyweight avec un tel moveset à ce niveau-là, au 21e siècle. Moi, je dis chapeau de roue, quoi.
Mais Styles, il va pas laisser sa part au chien. Styles, il va se battre comme un chien. Et il va aussi tenter de soumettre, rien que ça, le champion avec un calf crusher. McIntyre va s'en sortir. Il va causer un gros Glasgow Kiss. Il va réussir à placer sa clé mort pour le compte de 3. AJ Styles est éliminé au bout de ces 20 minutes. Et c'est Jeff Hardy qui va rentrer, qui va affronter le bel homme. Alors là, mon pauvre papy, hein, c'est long, le play-by-play là, dans un gauntlet match. Reprends ton souffle. Tu veux qu'on fasse une petite pause là, comme il y a déjà eu 30 minutes qui ont été offertes voilà, une petite pause à la mi-temps. Voilà, qu'est-ce que tu pensais à la mi-temps? Quelle est ton analyse de la mi-temps de ce gauntlet match? Effectivement, on a démarré avec des grosses oppositions. J'ai étonné que Kofi démarre si tôt. Je pensais du coup que comme il était, comment dire, ce match de la soirée précédemment, du coup, ce serait lui qui finirait. Et non, en fait, il démarre directement, donc je pense qu'il voulait le tuer direct. Mais ouais, c'est sympa. Je trouve que là, dans le Gauntlet, là, les 3 premiers dont on parle, ils ont eu vraiment un joli temps pour se mettre en valeur. C'était vraiment sympa leurs oppositions. Et en fait, je me rappelle que l'an dernier, donc toujours dans la Coffee Mania, on avait aussi eu droit, non, il y a 2 ans, du coup, à un Gauntlet juste avant l'Elimination Chamber. Et je trouve que ces Gauntlets-là d'une heure, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très bien en fait. Faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. Et quand tu l'utilises là pile pour une Elimination Chamber où c'est pas les six personnes qui s'affrontent les uns les autres, moi je trouve ça super quoi comme concept. Ouais. Franchement, c'est génial. Et puis ça met de l'ambiance, quoi. Ça ambiance un match comme ça, quoi. Et puis vraiment, moi, je tiens à souligner le truc. C'était bien pensé. Le AJ Kofi était de super bonne qualité. Et derrière, on enchaîne avec un match de pay-per-view, quoi. Drew et AJ Styles, là, c'était waouh. Je commençais même à douter, à me dire que le AJ Styles allait peut-être battre Drew McIntyre, ce qui m'aurait semblé incroyable, mais ça aurait été un champion du monde qui perd sans éliminer personne, là, ça aurait été la méga surprise. Hein. Ah oui, ça aurait été la méga surprise. Mais c'est pour ça que moi j'hésitais. Je me disais, est-ce qu'ils vont tenter la méga surprise ou est-ce que ça va aller beaucoup plus loin cette affaire? Eh ben, vous vous en êtes bien rendu compte, peuple de catch-up, ça a été plus loin puisque Drew McIntyre a donc battu AJ Styles, se retrouve face à Jeff Hardy. Ça va durer un petit peu moins longtemps puisque là, on va avoir une opposition qui va durer 13 minutes tout de même. Hein. Ça n'a pas duré 3 minutes. Hein. Derrière, ça a duré 13 minutes entre Jeff Hardy et Drew McIntyre. Drew McIntyre, il va enchaîner les coups de tête. Il va mettre tellement de coups de tête, va être tellement dans les vapes, le Jeff Hardy, qu'il va pouvoir porter une superplex au Jeff qui est complètement fracasse. L'Écossais, il va vouloir enchaîner, direct mettre une première clé mort. Le Hardy va réussir à contrer, il va répondre avec un twist of fate, il va remonter sur le poteau, il va partir sur une sweat-on bomb. Pas de chance, McIntyre, il le connaît par cœur. Il contre en remontant ses genoux dans son dos. L'Écossais, il réussit quand même finalement à placer sa clé mort. C'est sa deuxième élimination du gauntlet. C'est la Vipère qui rentre à la suite. Et le Randy Orton, lui, pour le coup, il va rester que 7 minutes sur le ring parce que déjà, il va arriver très, très, très lentement. Il va attaquer d'abord Drew à l'extérieur du ring. Mais l'Écossais, lui, il continue, il est chaud. Il va envoyer Randy Orton contre la barricade et il va remonter sur le ring. Et quand Drew est là, l'arbitre, du coup, il y a un espèce de moment un petit peu de flottement. Les écrans vont s'éteindre, tous les écrans du Thunderdome. Une musique va se déclencher et là, on va attendre le rire d'Alexa Bliss qu'on avait déjà entendu tout à l'heure dans le vidéo package. On va voir le visage d'Alexa Bliss qui va apparaître sur tous les écrans du Thunderdome où on voit habituellement les fans. Orton, il voit tout ça et il est en panique. Le Randy Orton, il se dit mais que se passe-t-il? Et évidemment, pendant ce temps-là, il se fait décompter à l'extérieur et il se fait éliminer comme un con. Comme un gros con, oui. Voilà, donc Randy Orton est éliminé par Drew McIntyre sur des comptes à l'extérieur, ce qui fait que notre dernier entrant du jour, c'est Sheamus. Donc là, dans la grosse rivalité en ce moment là pour Drew McIntyre, puisque c'est le poteau de toujours avec qui il est rentré définitivement en guerre, et c'est une guerre Irlande-Écosse. Donc là, on n'est pas là pour déconner entre Celtes. Le match va durer, alors j'avais pris les timings, ça va durer à peu près 6-7 minutes. La dernière opposition entre les deux Golgoth, parce que là, non seulement c'est un Irlande-Écosse, mais c'est un match de deuxième ligne. C'est pas un match de demi de mêlée. Et donc là, ça va partir dans tous les sens. Ils vont se fracasser sur le ring, ils vont se battre à l'extérieur.
McIntyre, il va envoyer plusieurs fois Sheamus contre le poteau. Finalement, il va le ramener sur le ring. L'Irlandais, il n'est pas à bout de force, il est frais, hein, donc il va réagir vite. Il va réussir à donner un premier coup de pied entre les cordes pendant que McIntyre remontait sur le ring. Derrière, il va lui mettre une grosse belly to belly, même une overhead belly to belly, que le McIntyre, d'ailleurs, va nous faire un sailing magnifique. McIntyre, il va quand même revenir, réussir à placer son Spinebuster, tenter un Claymore. Sheamus va l'éviter et va répondre avec son arme fatale à lui, en l'occurrence le Brogue Kick. 1, 2, 3. Victoire de l'Irlandais face au champion du monde, qui célèbre pour conclure cet épisode de Raw. Voilà, en répétant et en gueulant même que les statistiques sont en sa faveur pour dimanche. McIntyre peut pas le battre et à Elimination Chamber, c'est lui qui deviendra le champion du monde. Alors, prédiction ou spoiler de la part de Sheamus? Bah, j'espère que c'est un spoiler. J'espère que c'est un spoiler. Pourquoi? J'ai rien contre Drew McIntyre, pas de souci, mais j'ai beaucoup de mal à entrer dans cette rivalité entre Sheamus et Drew McIntyre. Parce que je trouve que Sheamus a trop pris dans sa gueule les semaines, mois d'avant, trop de défaites. Et du coup, j'ai vraiment du mal à le prendre pour une menace crédible. Alors certes, là, il pin le champion clean, mais j'arrive vraiment pas du tout à y croire à Sheamus. Donc j'aimerais bien s'il pouvait gagner l'Elimination Chamber, je dirais, enfin, forcément, il serait champion. Je pense que ça donne directement un gros coup de boost à cette rivalité parce que là, j'adore les deux gars, hein. Franchement, j'adore les voir catcher. Mais tu vois, c'est pas un dream match pour l'instant pour moi. C'est parce que j'ai du mal à vraiment voir Sheamus comme un mec crédible vu c'est ce qu'il a fait ces dernières semaines, quoi. Donc il faut absolument pour moi, qu'il gagne l'Elimination Chamber pour bah voilà, qu'il soit définitivement booké tout en haut de la carte et que ça donne une belle confrontation à Mania avec une revanche de McIntyre. Mais là, comme ça, ouais, tu vois, j'arrive pas du tout à me l'imaginer pour Sheamus McIntyre à Mania. Si jamais Sheamus n'arrive pas à prendre la ceinture d'ici là, quoi. Je vois aucune raison de pousser la rivalité jusque-là. Donc voilà. Donc j'espère que ça va rebondir comme ça. Et sinon, pour revenir sur les autres matchs, ouais, effectivement, Orton, bah, comme je le disais, Orton, pour moi, il a un programme qui est plus du tout autour de la ceinture. Donc, il va se faire couillonner 40 000 fois par Alexa et Bray. Ça sera son destin jusqu'à qu'il affronte Bray Wyatt. Et Jeff Hardy, bah, je me suis juste dit une chose, je me suis dit d'être content de sortir de ces matchs avec Elias. Et du coup, bah, bizarrement, pour une fois, le Twist of Fate n'est pas raté. Donc voilà, c'est ça contre un vrai catcheur. Et ouais, c'est ça. Tout simplement ça. Ah, écoute, bah moi j'ai été hyper emballé, hein. Franchement, j'ai trouvé tout ce gauntlet de match, tout le déroulé. Alors moi, je suis moins critique que toi sur la rivalité Sheamus Drew McIntyre. Moi, j'apprécie le moment. Je trouve que c'est bien. Ça tombe à un beau moment. Sheamus, moi, j'ai toujours considéré qu'il était trop sous-estimé. Il est Grand Slam champion. Moi, je le trouve totalement dans son droit. Il est totalement legit, puisqu'on a déjà utilisé ce terme à quelques occasions aujourd'hui. Et du coup, ça se lance bien. Je trouve que c'est assez logique ce qui se passe en rentrant en dernier, que ça dure que 6-7 minutes. Il est frais. Drew McIntyre, il en a pris déjà plein la gueule avec Hardy, avec Edge Styles en particulier, un tout petit chouille avec Randy Orton. Mais quand même, il est quand même bien usé. Du coup, en plus, il prend une de ses très très rares défaites depuis un an, hein. Oui. Il a perdu une fois contre Orton, il a perdu une autre fois contre, je ne me souviens plus qui, Il n'est pas mais pris ça un doit pin faire des genre ça. Styles ou un truc comme ça? Peut-être, peut-être, mais ça Dans doit un être match genre par sa équipe, hein, mais pas en ouais, solo. peut-être sa troisième défaite en un an ou quelque chose comme ça, hein, pas plus, hein. Donc les fact-checkers fous de YouTube s'empresseront de nous le dire. Donc du coup, moi, tout ça, ça m'a été super bien. Ça me pose pas du tout de problème que ce soit Sheamus le dernier entrant, bien au contraire. Vraiment emballé par ce main event de Raw, comme ça faisait très longtemps que Raw ne m'avait pas comme ça gavé de bons catchs et gavé de bonnes idées, de cohérence et tout. Donc non, vraiment, moi, je suis super satisfait de ce qui s'est passé dans ce main event de Monday Night Raw. Et ça nous emmène directement à la procédure traditionnelle, en l'occurrence le top, le flop et la note, mon papy. Euh, alors le top, bah, sans souci, on va le donner au main event. Attention, un main event d'une heure, c'est comme tu l'as dit, c'est super quoi. En plus avec 6 bons catcheurs, bon même si Orton n'a pas vraiment catché,
Bon, voilà, t'es tranquille avec ça. Là, moi, c'est vraiment un concept moi, je pense qu'il faut qu'il l'ait au moins une fois par an. Voilà, un petit bonbon d'une heure de catch à plein volume avec 6 mecs confirmés. C'est vraiment du gros plaisir, ça. Il y en avait eu un gros un gauntlet match comme ça. Il y en avait eu un gros qui avait remporté Rollins. Je sais pas si tu te souviens, Rollins était resté 1 heure sur le ring. Ouais. Je sais plus, c'était il y a peut-être 2 ans ça, peut-être 2 ou 3 ans, je sais plus. Et où on avait eu droit comme ça à un énorme gauntlet match. Et franchement, quand ils le font comme ça, ils savent faire quoi. Ah Et oui, ils c'est nous ont ça. sorti un super truc avec Et 5 moi, gros noms quoi. et en plus, tu arrives Si. souvent à buter un mec juste sur ce match-là, en fait. Oui. Juste en le faisant résister hyper longtemps. Généralement, tu es tranquille. Après, il est tout de suite buté comme il faut. Et là, en l'occurrence, McIntyre, bah, forcément, il est en mode méga résistant. Et chez Sheamus qui le pin, bah, il se prend un peu plus de gloire. Alors voilà, comme je disais tout à l'heure, pas encore assez à mon goût, mais j'ai bon espoir que ça vienne au fur et à mesure. Et du coup, mon flop, je sais pas trop mon flop à qui je le donnais parce que C'est rassurant. j'ai pas trop de segments si faibles que ça. J'ai la construction du titre US, je la trouve assez faible sur ce Raw. Mais je vais quand même donner mon flop à Asuka. Je tire un peu sur l'ambulance, mais je me désespère semaine après semaine à la voir totalement transparente, quoi. Je pense que ça dure depuis novembre, au bas mot, qu'elle est totalement transparente et ça me fait vraiment mal au cœur parce que voilà, encore une fois, c'est quelqu'un que j'apprécie, in ring et même sa personnalité, moi, j'ai trouvé que c'était, voilà, quelqu'un qui avait su prendre, au moment où la WWE s'est retrouvée dans la merde avec le confinement, bah, c'était une personne qui avait su tirer son épingle du jeu et sur qui il pouvait compter. Puis, bah, là, elle est totalement, ça serait n'importe qui la championne, ça serait exactement pareil, en fait, hein. Donc voilà, donc mon flop à Asuka, mais c'est plus un flop de dépit, que contre elle-même et ma note, du coup, bah, ouais, c'était franchement un bon Raw, qui a plutôt bien hypé le pay-per-view à exception près du titre US comme j'ai pu le dire. Je vais quand même donner une bonne note, en plus avec un gros catch à la fin, donc je vais donner un 3,25 pour ce Monday Night Raw. Bien. Eh bien, écoute, moi, mon flop, je vais le donner à l'absence de Keith Lee, parce que vraiment, ça m'a vraiment emmerdé. Voilà, que l'un des contenders pour le titre US soit pas présent et qu'il n'y ait même pas un rappel, qu'il n'y a rien à part la vignette d'annonce du match de l'Elimination Chamber. Et vraiment, je me suis dit, mais où il est, quoi. Et plusieurs fois, je me suis dit dans la soirée, ah, mais il va apparaître ici, il va se passer quelque chose avec lui dans la soirée. Et jamais, à aucun moment, quoi. Et vraiment, ça pour moi, ça aurait été une déception. C'est vraiment mon flop de la soirée. Je vais donner mon top, sans surprise, de toute façon. Je vais donner une mention honorable à Peyton Royce, au passage. Et bien évidemment, mon top officiel, il va aller au main event. Quel match, voilà, 1 heure de catch à gogo, vraiment un festival, c'était du caviar. 6 anciens champions du monde, voilà, un line-up extraordinaire, un des meilleurs matchs, peut-être pas loin du meilleur match depuis le début de l'année 2021. En tout cas, en weekly, pour moi, c'est le meilleur match qui ait eu lieu. Et vraiment, c'était du bonheur de terminer 1 heure de Monday Night Raw sur un truc pareil. Donc là, chapeau la WWE. Voilà, vous m'avez convaincu sur ce truc-là. Je suis hypé pour l'Elimination Chamber et c'est tout ce que je demandais. Et ma note, eh ben, ça fait plaisir de mettre une belle note à un Monday Night Raw parce que ça faisait longtemps que votre tonton il attendait ça. Et bien parce que ma note, ça sera, et après un SmackDown de feu, eh ben, je vais mettre un 3,5 à Monday Night Raw cette semaine. Donc là, on vient d'enchaîner là, deux weekly consécutifs. Je crois c'est historique qu'on mette des notes pareilles, même si toi, tu as été plus réticent dans la dernière review qu'on avait faite, je crois. Ouais, non, c'est pas ça, Non, moi, non, je dis des bêtises en plus. Non, tu es plus réticent, c'est sur le NXT TakeOver. Parce que Ouais, là, sur le il NXT est en TakeOver, ligne. ouais. On peut vous l'annoncer C'est celui que officiellement. j'ai mis la bonne note. Voilà, en plein de notre review, on apprend que ça y est, notre review de TakeOver est en ligne. Donc allez-y, ruez-vous sur toutes les bonnes plateformes. Et dites-moi que j'ai tort à pourrir certains matchs, parce qu'a priori, je vois que je suis un peu le seul contre tous sur notamment le main event. Et dites-moi que j'ai raison, les amis. Dites-moi que j'ai raison, peuple de catch-up. Allez, ainsi s'achève cette review du 1447e Monday Night Raw, mon papy du 15 février 2021. Ah, et bah écoute, de toute façon, maintenant, voilà, nos auditeurs, ils savent où aller.
Vous pouvez nous retrouver sur le site officiel catchup.lepodcast.fr. Tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, sur YouTube, actionnez la cloche, laissez des commentaires, le référencement, entrez dans votre podcast, le référencement, et bien sûr, toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Vous pouvez venir aussi taper la discute sur la communauté Catch-up de Discord. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo de YouTube. Mon bon papy, je te remercie beaucoup d'être venu reviewer avec moi ce Go Home Show de l'Elimination Chamber. Ben, je te remercie pour l'invitation et je te remercie surtout de m'avoir permis de commenter enfin un bon rôle, le premier de 2021. Ça me fait chaud au cœur. Ah, c'est clair que ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, peuple de Catch-up, on espère que cette review vous aura fait autant de bien que le visionnage de ce Monday Night Raw. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, une semaine d'ailleurs agitée, parce que NXT, AEW, SmackDown, Elimination Chamber dimanche, alors qu'on sort déjà d'un week-end avec TakeOver. Bref, il y a de l'actu de partout, c'est bien chaud. Alors c'est pour ça qu'on vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut mon papy. Salut tonton et salut à tous. Salut peuple de catcheurs. La folie. Un 3,5 à Monday Night Raw, c'est la folie. Ouais, non, mais ça me fait tout bizarre. J'ai l'impression d'avoir pourri personne. Ça me fait tout drôle. Faites péter le champagne dans le studio.